Buenos días a todos, Bonjour bienvenidos à tous a et toutes. este evento en el Bienvenue marco de à cette las rencontre décimas dans le jornadas cadre comiqueras des Madrid 10e jornadas comiqueras, 2015, les organizadas journées de la BD conjuntamente organisées par entre FNAC la y FNAC SD. et SD. En esta sesión tenemos la oportunidad de hacer Maintenant, lo nous que nosotros llamamos avons un l'occasion encuentro de con faire dos autores. d'avoir une rencontre. Este año hemos tenido Nous avons la une rencontre oportunidad de avec deux tener auteurs. invitados con nosotros Nous a avons dos eu autores emblemáticos deux como es auteurs Herman emblématiques y comme nous Kosei, avons Herman et con la Kosei, colaboración deux también auteurs de la emblématiques avec la embajada collaboration de de l'ambassade Bélgica y la embajada de de Suiza que Belgique et colaboran con l'ambassade las jornadas. de Suisse qui Estamos collaborent avec encantados nous. de que hayan Donc nous sommes aceptado ravis la que vous invitación. soyez Son venus, dos accepter notre autores invitation. Ce sont deux muy auteurs conocidos très en connus España. en Llevamos Espagne. muchísimos años Depuis teniendo la oportunidad longtemps, de nous avons leer eu su obra. Y hace un par de días le lire decía leur a œuvre. una Il y a quelques dibujante, jours, je le parlais decía, yo avec tengo un más de dessinateur et je lui 50 disais que j'ai plus cómics de Herman en 50 casa y me decía, no comics exageres tanto. de Herman. Y Il me disait, non, esta c'est pas noche he hecho un possible. recuento y tengo más de Moi, 100. je les ai comptés En et j'ai plus España, de por lo 100. tanto, hemos tenido la En fait, oportunidad de donc en ver Espagne, nous avons prácticamente eu la obra l'occasion completa de en lire español. l'œuvre complète. Con Kosei, espagnol, avec Kosei. ahora Ponemon está recuperando en forma integral la obra de Jonathan y se ha publicado el primer integral con los 3 primeros ejemplares y se acaba de anunciar para los próximos días la publicación del segundo integral de Jonathan. Y también hemos tenido la oportunidad, publicados por la Editorial Planeta, en los últimos años, de ver publicada su obra, digamos, de volúmenes únicos fuera de la línea de Jonathan, que también está publicado totalmente en España. Es decir, son dos autores muy conocidos por el público español, es verdad que con una publicación un poco dispersa, no han sido publicados siempre por la misma editorial y eso ha llevado, pues, yo creo que no existe todavía la edición definitiva de los dos autores y los integrales que están publicando, por ejemplo en el caso de Ponemon con Bernard Primes o con Jonathan, es una oportunidad de tener una edición definitiva de estas obras en castellano. Yo sin más preámbulo les he pedido pues, participar en una charla amena entre los tres, aprovechar que ellos también se conocen desde hace mucho tiempo y que también el público de Madrid y el público que puede ver después el vídeo que estamos grabando, que pueda conocerlos mejor, digamos, ¿no? Quería preguntarle a Monsieur Herman, que habla perfectamente en castellano. Qui parle parfaitement l'espagnol. Non, pas parfaitement. Partiellement. Que ha venido muy a menudo. Yo no sé si él se acuerda, yo lo invité hace muchos años a venir al Salón del Cómic de Andorra, a la Massana. Salón de Cómic d'Andorre, o sea, yo era el que estaba allí con usted hace muchos años. Il y a beaucoup d'années. Pero la relación con España ha sido siempre muy intensa, ¿no? Y además rápidamente aceptó la invitación a venir con nosotros, pero ha venido muchas veces a Vous êtes venu plusieurs fois en Espagne. Ah, perdón. Oui, le micro. Oui, je suis venu 2 fois à Madrid et à Barcelone et à Gijón où j'ai des amis. Je crois que c'est pas mal. Es verdad que hay una edición muy dispersa de su obra en España. Es una pena no tener una imagen digamos, estable de la publicación de su obra, de la publication de vos ouvrages. Mais il y a des moments aussi de silence, ça dépend. Tout n'est pas publié. C'est vrai que certains livres n'ont pas vu le jour ici en Espagne. Bueno, esperemos también que estos viajes permitan potenciar que este tipo de obras se acaben publicando, ¿no? El rapport avec la public espagnol, oui, espérons-le. Sí, pero es verdad que son historias que funcionan. Está publicando prácticamente en todas las editoriales en España, en todas están publicados títulos. Presque toutes les maisons d'édition españoles espagnoles se han vuelto a publicar los últimos números por la editorial Dolmen. Hay un interés de una obra que es atemporal, es decir, que funcionan las historias, digamos, prácticamente toda su obra, de toda su vida, funcionan perfectamente con el paso del tiempo. Fonctionne très bien, malgré le passage du temps. ¿Podría usted repetir un poquito? Sí, que su obra aguanta muy bien el paso del tiempo. Permite recuperar obras que tienen muchos años y son de gran actualidad. Récupère des œuvres anciennes, mais qui sont... bon, si vous le croyez.
Si vous le croyez. Yo creo que sí, yo creo que hablo en nombre de los aficionados. Je crois que je parle au nom des fans qui peuvent jouir de tous vos travaux. Il vient d'être publié les intégrales de Bernard Price par tenemos l'intégrale nous avons l'intégrale de Guillermo Guillermo del Diablo, que es una obra del 2008, del 2009 más o menos. 2008-2009. Tenemos Jeremías en Dolmen. Nous avons Jérémia chez Dolmen. Tenemos Juan Gaudí en Norma. Digamos, hay la posibilidad, digamos, de poder leer actualmente su obra en España, y por eso también agradecer pues, que participe de estos eventos, ¿no? Me decía ayer que estaba muy cansado del viaje y de las firmas, pero aún así está aquí, digamos, trabajando y dándolo todo con las jornadas comiqueras, ¿no? Que recordemos que hoy también va a firmar, que a pesar de estar cansado del viaje y tal, sigue manteniendo este ritmo con los salones. Merci de maintenir ce rythme. Oui, c'est vrai que les voyages sont fatigants toujours, mais il y a la satisfaction d'être là et de pouvoir signer, dédicacer les numéros aux fans. C'est vraiment une expérience très agréable jusqu'à présent. Y nosotros lo agradecemos. Et nous vous en remercions, comme je disais. Monsieur Cosé. Nos conocimos en Barcelona, en las jornadas comiqueras de Barcelona. Yo no sé si había tenido oportunidades de venir antes a Madrid. Nous sommes venus à Barcelone. C'est la première fois à Madrid? Première fois à Madrid, mais j'espère que c'est pas la dernière, pas la seule. ¿Qué tal fue las firmas ayer en las Les jornadas dédicaces se comiqueras? sont bien marchées hier? Très bien, très bien. Moi, j'ai quelques bons souvenirs d'Espagne quand j'étais tout petit, dans les années 50. On était descendus en voiture avec mes parents jusqu'à la Costa Bianca, qui était alors encore assez sauvage et magnifique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, donc je suis content d'être à Madrid. Et aussi, dans les années 70, 70, un peu comme mon personnage, Jonathan, à moto, je suis descendu et pris le bateau jusqu'à Formentera. C'était les années 70. Voilà. Beaucoup de rêves. Nosotros tenemos, los aficionados tenemos la sensación de que Monsieur Cosey ha viajado muchísimo por el mundo y digamos, lo transmite en sus cómics. En cambio, Monsieur Herman, tenemos la sensación de que ha vivido varias vidas. Que vous avez vécu plusieurs vies. Oui, c'est une impression car finalement je ne voyage pas beaucoup. Ma vie, mon univers se trouve dans mon bureau. C'est ma table de travail. Le plus important est la documentation, bien sûr. En fait, tout mon effort est axé sur l'amélioration de mon travail. C'est un peu une folie. Je suis partiellement fou, en fait. Y Monsieur Cosey, c'est à l'envers. La sensación de vivir la experiencia y vous poder avez beaucoup compartirlo d'expérience, después en vous las voyagez historias, beaucoup ¿no? et vous le partagez après dans Nos vos consta BD. que es una persona que le Nous gusta savons viajar. que vous aimez beaucoup voyager. En fait, j'avais choisi de parler du Tibet, raconter des histoires de l'Himalaya par passion. Et comme il y avait très très peu de photographies dans les années 70, très peu de documents, contrairement à aujourd'hui, la seule solution pour moi a été de faire un premier voyage dans une région qui s'appelle le Ladakh, qui est aujourd'hui très connue, mais à l'époque pas du tout. Et j'ai constaté que ça me permettait d'enrichir mon travail, et c'était aussi un grand plaisir. Donc c'est devenu un peu un système, et j'ai l'habitude d'aller faire ma propre documentation moi-même. Monsieur Herman comentaba que él trabaja en su casa. Monsieur Herman La casa de Monsieur Cosey me consta que está en un lugar privilegiado. C'est dans un endroit privilégié. Absolument, j'habite dans une carte postale, c'est-à-dire à 1300 mètres d'altitude, et je vois un glacier depuis la fenêtre, et voilà, et j'y suis très bien. On m'a dit, mes amis me disent, qu'est-ce que tu t'es perdu dans un trou, un coin perdu, mais moi je me sens bien, je vais me promener dans la nature, et parfois je redescends à la civilisation, comme ici. Oui, mais là tu as raison. Me decía que veía las nubes debajo de su Vous voyez en fait ventana. les nuages, vous êtes en dessus des nuages. Je suis en dessus du nuage. Pendant une grande partie de l'hiver, il y a les stratus qui sont à peu près à 1000 mètres d'altitude, et j'habite à 1300, donc le ciel est bleu, c'est magnifique.
C'est une façon, c'est un mode de vie. Oui, c'est vrai, mais je ne travaille pas pour l'Office du tourisme suisse. Hein. Je ne cherche pas à vendre mon pays. Je ne sais pas si cette expérience vitale, après vous la reflétez dans vos films et dans vos BD, comme une façon d'alter ego en quelque sorte. Oui, ça c'est le typique de mon personnage. Lorsque j'ai créé Jonathan, j'avais l'idée de... Je ne savais pas très bien à quoi il pouvait ressembler. Et quand on a des difficultés de dessin, on choisit des modèles, on dessine d'après modèle. Et alors, le modèle le plus disponible, c'était celui que je voyais dans un miroir. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de l'améliorer un peu, mais c'était un petit peu ça le départ. Et une fois, un lecteur m'a dit Jonathan, c'est vous, version customisée. Jonathan es un gran desconocido en España, se publicaron pocos ejemplares en castellano hace muchos años y ahora Ponemon ha publicado el primer integral, ha decidido empezar por el primer número. Yo no sé si cree que es una buena decisión empezar por el número 1 en la colección. C'est une très grande question pour moi, parce que tout à fait objectivement et honnêtement, ce premier album, c'est mes débuts, et je considère que le dessin est relativement faible. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, oui. Donc c'est un petit peu délicat. J'espère que le public aura la patience de voir les deuxième, troisième, quatrième éditions, titres, pour voir la progression. Vous avez publié déjà 16 tomes de Jonathan? Oui. Sí. Se están publicando en integrales de 3. Ce sont des intégrales de 3. Il y a en France 5 intégrales. Nosotros, en España está anunciado el segundo integral. En Espagne, il est annoncé le deuxième intégral qui va être publié prochainement. La prochaine semaine, mais vraiment, il y a toute une inquiétude de savoir si vraiment c'était une époque pour ce genre de BD, pour ce genre de BD réflexive, disons, d'un endroit du monde où on peut maintenant mieux connaître l'esthétique mieux connue de ces endroits. Ce n'est pas si inconnu. Pas compris la question. Cuando yo leía Jonathan hace 20 años, para mí era un descubrimiento. Pour moi, c'était toute une découverte. Donc je ne sais pas si pour un lecteur, ce n'est pas une nouveauté si en quelque sorte si intéressante, puisque les endroits sont mieux connus. Oui, c'est vrai que cette série est très liée à l'époque des années 70, le voyage. C'est encore un peu lié au mouvement hippie, un petit peu. Mais il y a aussi un autre aspect qui, j'espère, est non pas éternel, mais durable, qui est cette recherche de l'être humain, qui se pose des questions essentielles sur le monde, sur lui-même. Et j'espère que cet aspect-là est suffisamment fort pour que ces histoires gardent leur intérêt aujourd'hui. Le numéro 1 de Jonathan date de l'année 1977. Hay dos épocas de Jonathan. Hay un espacio de finales de los 80 en que hay un parón. Te dedicas a historias personales también, pero más cortas y con final, digamos. Et avec une fin. Oui, c'était ce qu'on appelle en français des one-shots. Donc une histoire unique comme un roman ou un film qui donne plus de liberté. Il n'y a aucune contrainte. Le personnage apparaît pour la première fois, tout est possible. Et c'est une dimension, un style qui me conviennent bien. Et d'autre part, j'avais envie de sortir un peu de mes histoires himalayennes. J'avais l'impression de tourner en rond. Et après avoir fait ces histoires en une fois, j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois dans l'Himalaya, dans des régions qui étaient toujours fermées aux étrangers. Si ça vous intéresse, je vous dirai comment et pourquoi, mais... et ces 2 voyages m'ont donné envie de redessiner des histoires tibétaines. Et pourquoi donc? Pourquoi c'était fermé? Alors c'était fermé pour une raison très simple. La résistance tibétaine
à l'occupation chinoise est restée assez vive dans certaines de ces régions. Donc le gouvernement chinois a peur de voir des touristes, des voyageurs mêlés à cette situation dangereuse, enfin de conflit. Mais en même temps, cette grande administration chinoise fait preuve d'une grande naïveté aussi. Par exemple, la région du Kham, qui est connue pour la présence des guérilleros tibétains, est fermée aux étrangers qui tous, et ça c'est le côté amusant, tous les voyageurs ont, depuis Alexandra David-Nil, donc il y a très longtemps, ont toujours accédé à cette région depuis le sud de la Chine, le Yunnan. On appelle ça en français les marches du Tibet. C'est la voie traditionnelle. Et donc, l'administration chinoise qui accepte ou refuse les voyageurs, dans cette position au sud, a toujours refusé. Mais en fait, il suffit d'avoir, c'est un ami photographe qui m'a suggéré cette idée, de faire la demande depuis le nord de cette région, dans la province du Qinghai, qui n'a jamais apparemment eu de demande de voyageurs. Et lorsque j'ai fait cette demande, elle a été immédiatement accordée. Et donc j'ai fait le chemin à l'envers. Et voilà. Je connais, dans ce genre de petite anecdote, je connais une journaliste en Birmanie, autre pays qui jusqu'à aujourd'hui était dans une situation très difficile. On espère que c'est en train de changer, on espère. J'ai connu une journaliste qui avait sur son visa la seule autorisation de voyager en avion dans le pays, donc d'une ville importante à une autre ville. No car, no walking, pas marcher, no train, pas de train. Elle a loué une bicyclette. Ça n'était pas mis sur son permis no bicycle. Elle a pu aller partout où elle voulait. Casi debería ser lectura obligatoria para conocer la historia del Tíbet y de Birmania, leer precisamente Jonathan. Il faudrait lire Jonathan. Non, c'est quand même... Il ne faut pas non plus... Je cherche à raconter des histoires, des aventures, à parler des sentiments humains qui m'intéressent avant tout, bien avant la politique. Et... Pero en un contexto real, en un ambiente real y en un contexto real y en un personaje que está en una búsqueda continua también, ¿no? Continue. C'est vrai que le personnage est dans une quête continue, oui. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui m'intéresse en tout cas. Oui. L'aspect politique, c'est le décor que je ne peux pas, l'écarter. Il est là. Et, Oui. Il faut le mentionner. Oui. Es un entorno real, en una historia réelle. Pour une histoire vraisemblable. Oui, mais les sentiments sont réels aussi, même s'ils sont fictifs. Claro. Digamos, desde Jonathan, siempre trabajando con el guión y el dibujo, siempre siendo el propio guionista de sus historias. Vous êtes votre propre scénariste. Oui, c'est ce que j'aime par-dessus tout, même si c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais j'aime voir... Je ne suis pas un dessinateur. Si on me demande un dessin, dessiner sans raconter d'histoire m'ennuie. Je ne suis pas un peintre, je ne suis pas un illustrateur. Mes dessins sont toujours au service d'une histoire. Et c'est ce qui m'intéresse. Comment réaliser les dessins qui racontent le mieux l'histoire que j'aimerais raconter. En su caso es diferente, la relación con los guionistas es muy importante. Votre rapport avec les scénaristes est très important. Avec les scénaristes est très important dans votre cas. Oui, effectivement. Je vais continuer à en parler en français parce que je suis un peu fatigué, excusez-moi. Mais c'est-à-dire que oui, tout est important finalement. Hein, mais mon cheminement, dès le début, avant que je n'ai recours à un scénariste, pas sous Greg. J'aimerais qu'on oublie un peu cette période qui est un peu go west du métier. Je n'ai jamais eu de préoccupation particulière dans les histoires de Bernard Prince, où tout commence c'est basique. Bernard Prince, des histoires bien gentilles. Comanche, c'est du western à la John Wayne. Donc très vite, avec les années, ça m'ennuyait. Mais lorsque le plus important, le dessin joue un rôle, bien sûr, évidemment, parce que j'aime dessiner. Mais encore là, je vais reprendre un peu ce que Bernard disait. Si ce n'était pas pour raconter des histoires, j'aimerais beaucoup moins dessiner. C'est-à-dire que j'estime que je suis un dessinateur, je suis
un cinéaste par le dessin, rien d'autre. Je n'ai pas de prétention artistique, je m'en fiche. Hein. Mais avec le temps, la partie... Raconter une histoire, c'est une chose, mais c'est le fil conducteur. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de ce récit, c'est arrivé à émailler la chose par des vues sur le comportement de l'homme, de l'être humain. Il n'y a pas de démarche politique. Il n'y a pas de démarche politique. J'aime bien, pour parler crûment, mettre l'être humain le nez dans son caca. Est-ce que je me suis fait clair? Voilà. C'est-à-dire, voilà, son côté un peu désolant. On le voit tous les jours, on l'entend tous les jours. Donc, j'invente rien, mais je fais partie de ces gens qui sont un peu révoltés par tout ça. Donc, à travers la bande dessinée, je me libère, vous comprenez? Et il n'y a pas d'alter ego, je n'essaie pas de me transformer en héros là-dedans à travers mes dessins, j'en ai rien à cirer, non. Mais je vous dis, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce côté. Et c'est pas facile, hein, croyez-moi, parce que sinon c'est trop caricatural, c'est vraiment trop aisé. Que j'arrive totalement au résultat, ça c'est au lecteur à me le dire. Hein. Parfois ça va bien, parfois ça va nettement moins. Ouais, mais ça, hein. Hacer cada cómic prácticamente diferente, intercalando en una historia larga, intercalando cómics de otras series, eso permite que esté más descansado, más fresco, con más ganas, que no se canse de un personaje. Non, ça ne change pas. Mais lorsque je travaille je dis depuis un moment, je travaille surtout avec le scénariste qui se trouve être mon fils. Ne croyez pas que je fais ça uniquement parce que c'est mon fils. Je lui ai déjà dit, fiston, si tu me fais du mauvais scénario, j'arrête de travailler avec toi parce que je n'ai pas envie de me saborder, je n'ai pas envie de me noyer pour te faire plaisir. Oui. Donc là n'est pas la question. Hein. Et bon, alors, j'ai trouvé... Pourquoi est-ce que par exemple, j'aime travailler avec lui? Parce que je trouve une approche qui est un peu, qui me ressemble, mais qui n'est pas... Il m'apporte comment dire, il ouvre les fenêtres, il y a un vent différent qui entre. Et ça, c'est très important. Il m'oblige à pivoter sur moi-même et ne pas regarder les choses de la même manière. Mais malgré tout, au bout du compte, c'est tout de même une forme d'analyse et c'est un regard sur le comportement de l'être. Et pour moi, je vous dis, c'est la chose la plus importante. Ça ne veut pas dire pour ça que je déteste raconter une histoire musclée, tout ça, mais je vous dis, ce sont des éléments à l'intérieur même du fil conducteur, une manière de donner des points de lumière au cours du récit, et ça, c'est plus important que tout le reste. Le más importante es el comportamiento humano. Como sabe, commencé à travailler avec votre fils, vous avez commencé avec des one-shots, puis vous avez évolué. Par exemple, vous avez participé à Bernard Prince. Ces histoires courtes, comment vous les choisissez? Justement, là, il se fait que lorsque je termine à Jérémia, je demande, enfin, lorsque je suis loin de la fin, je dis à mon fils, écoute, le prochain récit, ce sera fait par toi. C'est lui qui me propose. Je n'impose pas le thème à mon scénariste. On verra bien que ça donne. Et quand il me donne le scénario, je ne lis que les quelques pages du début. Dans la mesure où il m'explique de quoi il s'agit, je ne veux pas connaître l'histoire, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les 10 premières pages maximum, et même moins que ça. Et puis, on verra bien comme ça se présente par la suite. J'aime bien lorsque je fais un récit, pendant que je dessine, je suis aussi le lecteur de mon récit. Donc le plaisir de la découverte. Évidemment, j'ai fait du scénario dans le passé où toutes les premières histoires de Jérémie, je les dessinais entièrement, je les écrivais entièrement. L'ennui, c'est que dans ce cas-là, je savais exactement tout ce qui allait se passer et si je devais faire un effort pour être excité. Tandis que lorsque je ne sais pas où je vais, c'est comme quelqu'un qui avance dans le brouillard et il découvre des choses au fur et à mesure qu'il avance. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas une bonne manière de faire un scénario. Eh bien, j'ai trouvé des idées auxquelles je n'aurais jamais pensé avant et qui viennent s'imposer sur des cailloux sur le chemin. Et ça, je ne pouvais pas les prévoir au départ. Voilà. C'est mon concept de construction. Et jusqu'à présent, je ne me suis jamais trompé. J'ai toujours arrivé pile poil à 1 ou 2 pages près. Ça a toujours marché. Ce sont des styles très différents. Toi, en général, tu prépares un scénario dans sa totalité lorsque tu
Tu vas commencer une histoire? J'aime bien, j'ai besoin de connaître la fin de l'histoire, ça me rassure. Oui, là je t'interromps. Ça c'est vrai. Lorsque j'imagine une histoire, je connais le thème, le début et la fin. J'ai qu'à établir le. C'est à moi de boucher les trous. Voilà, ça c'est. Et là je le rejoins. Excuse-moi. Oui. Mais c'est bon. Mais en connaissant la totalité de l'histoire, contrairement à ce que tu dis, il y a pour moi un côté jubilatoire. Oui. C'est-à-dire, je sais comment ça va finir, et quand je dessine le début, il y a une jubilation de connaître la surprise que vivra le lecteur peut-être, parce que je l'ai vécu moi-même. Mais plus important encore, et là c'est comme tu dis les cailloux sur le chemin, je reste complètement ouvert à toute modification qui s'impose. Et en général, ces modifications se présentent sous forme d'un sentiment d'ennui. J'arrive devant une page qui m'ennuie, j'ai pas envie de la dessiner. Et ça, c'est typique, c'est caractéristique, ça veut dire qu'il y a une faiblesse dans le scénario. Et je dois m'arrêter de dessiner et chercher une autre solution. Et c'est souvent dans ces moments-là que j'ai trouvé un élément essentiel de l'histoire. Je dis bien essentiel, qui fait même qu'après, les lecteurs me disent « Ah, vous avez construit toute cette histoire autour de cet élément. » Tout faux. L'élément, il est apparu pendant l'histoire. Donc, il est important de rester ouvert, du début à la fin. Mais sur une base connue tout de même. En tout cas, pour ce qui me concerne, comme je dis, la moitié de ma vie professionnelle est consacrée au scénario de mon fils. Lorsque je suis en plein récit, même au début, je me dis où est-ce qu'il est en train de me conduire, et je fais la chose consciencieusement, chaque page, et je me dis, et quand j'arrive au bout et que je la compare à celle qui... Enfin, quand je la considère à travers ces séquences-là, je me rends compte qu'il ne s'est pas trompé. Parfois, je me dis, mais ça ne me plaît pas tellement. Et au bout du compte, au bout de la page ou les 2 pages qui suivent, je me suis rendu compte que ça tenait parfaitement le coup. Et ça, c'est assez bizarre. Mais vous avez une vitesse de faire la page très rapide, avec un feu de production très large. Vous faites le dessin. Oui, mais normalement mes pages sont en couleur directe, donc immédiate. Mais je travaille beaucoup. Mais je veux dire que certains disent comment fait-il que tu fais autant de pages par semaine? Mais oui, mais je travaille entre 10 heures et 10 heures et demie par jour, 7 jours sur 7. Il est normal que j'avance. C'est parce que je ne peux pas. J'ai du mal à quitter ma page. Dès que je finis une page, je suis déjà nerveux à propos de la suivante. Je suis un malade mental. Je vous ai déjà dit, je suis un peu fou. Oui, mais nous sommes tous un peu fous. Oui. Mais je suis conscient de ma folie. C'est pas la même chose, hein, d'accord? Il faut tenir compte de ça. Oui. Vous n'avez pas d'autres disciplines artistiques? Non. Un dessinateur a beaucoup de mal à être un peintre. Certains dessinateurs se sont érigés en peintres. J'ose pas le dire, mais souvent il faut des beaux chromos. Ça n'a rien à voir avec la peinture. La peinture est une démarche. Et le dessin de bande dessinée est presque un obstacle à faire la peinture. Et à l'inverse, un grand peintre peut faire un très mauvais auteur de bande dessinée. Exactement. Un mauvais dessinateur. Ouais, exactement. Ce sont 2 choses différentes. Ouais, complètement. Mais finalement, si j'avais voulu être peintre, j'aurais essayé. Enfin, non, c'est un tout petit coup, mais ça ne marchait pas. Je vous dis, je faisais de belles images à l'huile. Hein. Bon, non, c'est parce que j'ai tellement de plaisir à raconter quelque chose. Alors, je reprends un peu ce que Bernard a dit. J'éprouve un besoin de raconter des histoires. Et on peut dire pareil pour les écrivains et la littérature. Ouais. Un bon écrivain ne fera pas forcément un bon scénariste et vice-versa. Exactement, voilà. J'aimerais quand même dire que je suis impressionné par ta maîtrise de la langue espagnole. Mais moi, je suis capable de dire aussi quelques mots. Je peux dire « Ricordate, Jonathan ». C'est le titre. Donc c'est que los dos sois grandes portadistas. Les deux, vous faites de très belles couvertures. Vous concentrez beaucoup de messages dans... Ah oui, c'est la couverture. La couverture est essentielle. Pendant longtemps, je n'ai pas très bien compris ce que c'était une couverture. Et j'ai tiré un enseignement de ma collaboration avec Jean Van Hamme, c'est qu'il m'a dit une couverture doit être énigmatique. Elle doit pousser le lecteur à se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Elle doit être bien construite et surtout ne pas, comme certains dessinateurs, pourtant qui sont excellents, qui la remplissent de dessins. Non, une couverture doit être simple et forte. C'est tout. Voilà. Mais c'est pas simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Je vous jure qu'une couverture simple et forte, c'est très difficile.
Parce que couvrir le dessin d'un tas de choses, ça pose pas de problème. Mais c'est pas bon. Curieusement, nous parlons curiosamente hablamos de portadas fuertes, pero después yo cuando quiero explicar qué es la poesía, enseño páginas de Cossey, ¿no? La posibilidad de transmitir sin texto, con silencios, con paisajes también, es de una gran fortaleza, ¿no? De una gran fuerza, pero también una fortaleza más pausada, más sosegada. Yo explicaba que Jonathan es una lectura sosegada, una lectura más tranquille. Oui, parce que j'aime la sérénité et je la recherche. Mais ça veut dire que je ne suis pas du tout serein. Non, c'est ça, excuse-moi. Excusez-moi, je peux interrompre parce que Bernard a un dessin en effet qui est d'une grande tranquillité, une paix. Mais profondément là derrière, je sais qu'il se ronge les ongles, il obtient un résultat de paix, de sérénité qu'il n'y a pas en lui. C'est vraiment, il y a une grande contradiction. C'est très mystérieux. Oui, ça m'a longtemps interpellé, parce qu'on m'a plusieurs fois fait cette remarque que mes dessins expriment une certaine sérénité, et moi je ne me sens pas du tout serein. Encore une fois, je recherche ça, mais je ne le suis pas. Et au fond, je l'explique par le fait que je dessine pour recevoir, pour trouver ce que j'aimerais recevoir. Oui. Mais c'est pas là. C'est une recherche. Es un tono adecuado para transmitir unos valores asociados a algo que es difícil explicar con palabras, que es la amistad, el amor, la búsqueda de la identidad. Eso es muy difícil de explicarlo, pero sí es fácil explicarlo con las acciones. Pienso que Jonathan es un ejemplo muy interesante de ver ese tipo de trabajo gráfico que te ayuda a comprender lo que está realmente pasando en la historia. Qui nous aide à comprendre quel est le fond de l'histoire, pourquoi les personnages font ce qu'ils font. Oui, parce que l'histoire n'est pas racontée que par les dialogues, les mots, ou voire même très peu racontée par les dialogues. L'histoire, elle est racontée par les dessins. Oui. Et donc, cette narration peut se passer des textes. Donc, une image silencieuse raconte beaucoup. Alors là, évidemment, on a un grand maître qui est présent indirectement à travers ces cadres. C'est Hugo Pratt, qui était un maître du silence, oui, qui savait très bien raconter. Et les dessins de Pereiro lui rendent un bel hommage. Oui, oui, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est que parfois, je suis en train de dessiner une planche, il y a du texte qui doit venir à un endroit, du moins je le croyais. Et j'ai beau l'écrire, mais au crayon évidemment, et je ne suis pas content du texte. Et je ne sais plus je me rends compte qu'il n'est pas nécessaire. Ça, c'est le pire, c'est de mettre un texte là où ce n'est pas nécessaire, parce que l'image par elle-même dit tout ce qu'il y a lieu de dire. Et ça, c'est une réussite, mais non, parfois on n'est même pas conscient qu'on vient de réussir ça. En tout cas, il y a chaque fois, dans mon cas, une gêne lorsque je me rends compte que je n'arrive pas à trouver le peu de texte nécessaire, alors qu'apparemment ça ne doit pas être difficile. Mais parce qu'il y a une partie du dessin qui ne veut pas de texte. Vous savez, la bande dessinée, c'est un métier beaucoup... Plus j'avance, je suis plus trop jeune, hein, vous avez remarqué. Hein, et... j'ai l'impression qu'en bande dessinée, on arrive au niveau narratif, on n'arrive jamais au bout. On cherche constamment. On a presque envie de dire que chaque case devrait être parlante. Elle devrait l'être. On n'arrive pas toujours. Parfois, on y arrive. Et ça, Bernard est tout à fait d'accord avec moi. Et donc, il y a une espèce de quête, de recherche constante de cette espèce de Graal vers lequel on court, sans jamais l'atteindre. Et voilà. Donc, il y a la bande dessinée, c'est un équilibre entre le texte et le dessin. Donc le texte ne devrait être là que dans la mesure où le dessin n'arrive pas à dire certaines choses. Sinon, il faut se passer de texte. C'est une contrainte pour vous, les 48 pages d'un album? Oui, ça l'était un peu au début, mais curieusement, comme Herman l'a dit, on retombe toujours sur nos pattes, c'est-à-dire à 2 pages près. On arrive à maîtriser ça. Et puis c'est une contrainte qui s'est ouverte, libérée aujourd'hui, parce que les éditeurs sont prêts maintenant à s'assouplir. Et la dernière contrainte qui reste, c'est
de se limiter à un chiffre qui est un multiple de 8. Pourquoi? Parce que les pages sont pliées en 8. Alors, les rotatives de l'imprimerie. Problème technique, mais c'est un faux problème. Ouais. C'est un problème d'un autre caractère, c'est purement... Oui, mais on s'y plie facilement. Oui, sans problème, oui. Ah, je sais, j'ai une expérience, lorsque mon fils est devenu scénariste, il y a une chose dont il n'avait absolument pas conscience. D'abord, il aurait facilement utilisé des termes, des noms de personnes qui firent au cinéma. Alors je dis, fais gaffe, si tu ne veux pas te faire coincer après, à travers des avocats, parce que c'est... Enfin bon, je ne vais pas donner l'exemple. Et après, je dis, c'est sur un multiple de 8 pages. Il y a un battement de 2 pages. Hein, ça, mais s'il dépasse, ça veut dire que c'est une grande feuille de 16 pages qu'on va devoir faire imprimer et les 3/4 devront être supprimés. Donc l'album coûtera nettement plus cher en ayant à peine 2 pages de plus que l'album normal. Donc tu dois tenir compte du fait qu'il y a des multiples de 8, c'est comme cela. Mais c'est purement technique, hein, ça, c'est facile à résoudre. Hein. Enfin du moins, moi ça ne représente pas de problème. Hay un tema interesante que estamos trabajando en la universidad de cómo leer un cómic. Estamos trabajando más cómo leer una página. En el caso que os afecta a vosotros, hay un tema interesante que es cómo leer un integral. Yo tengo la teoría de que un integral hay que leerlo también por los álbumes. Es decir, si lo lees todo seguido, también es una lectura rara. Porque el integral te permite hacer una edición mejor y tener la obra más compacta, pero la forma de leer también es la pausa de hacerlo varios días, por ejemplo. No sé si estáis de acuerdo con esta opinión. Tu réponds? Oui, c'est secondaire. Question de tempérament. Mais c'est-à-dire, oui, je peux interrompre parce qu'à travers des lecteurs, pour certaines intégrales, ils préfèrent les intégrales parce qu'il y a un climat général qui parcourt plusieurs histoires. Moi, je ne ressens pas, parce que j'ai dessiné, firez tout de même pas que je vais même mettre, je passe pas mon temps à me relire. J'ai des choses plus intéressantes à faire que ça. Ah, oui, donc, mais certains m'ont dit qu'en effet, c'est plus agréable de rester un sacré bout, toute une soirée à continuer à lire de nombreuses pages qui sont, après tout, c'est le même climat, enfin, c'est un type d'univers qui leur plaît, notamment. Dans mon cas, c'était les Tours de Bois-Maury, parce que les 10 ont été imprimés sur un seul bouquin, une espèce de grimoire. Eh bien, quelqu'un m'a dit, c'est passionnant de lire les histoires les unes après les autres. Il y a un fil conducteur, il y a un mariage, ça s'enfile très bien, quoi, comme un collier de perles. Ils le disent, je veux bien les croire, mais c'est pas moi qui dis ça, parce que je n'ai jamais relu mes histoires. Oh non, Ah, il m'arrive quand même, je vais vous dire, parce que j'ai tendance à être un peu modeste pour certaines choses, mais parfois je reprends des albums d'il y a longtemps, vis-à-vis desquels je n'avais pas une opinion très, 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 très valorisante, et parfois je suis pris par le récit, les miens, pas ceux de Greg, et je me rends compte que finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. Et ça me rassure. Mais les anciens, vous savez, je ne sais pas si Bernard ressent la même chose, et j'ai entendu plus d'une personne, même un écrivain, lorsque leur ouvrage vient d'être imprimé, qu'ils l'ouvrent, ils sont tous déçus. On est toujours déçus de l'album tout frais. Il faut quelques années, lorsqu'on le reprend, pour découvrir que finalement, cette déception n'avait pas de raison d'être, qu'il y avait de très bonnes choses là-dedans. Mais au moment même, au moment où ça sort de l'imprimerie, on a toujours l'impression que ça devait être mieux que l'objet qu'on a dans les mains. Ah, c'est bizarre, mais enfin, c'est ainsi que ça se passe. Tenemos una noticia que nos han dado permiso para poder explicar, que es la participación de Monsieur Cosey en un proyecto con Disney, en el que nos explicaba que junto con otros autores franceses se va a publicar historias de Mickey Mouse digamos, dibujados por dibujantes franceses. Monsieur Karamidas, que había sido también autor invitado de las zonas comiqueras, nos decía que ya estaba trabajando en el álbum, y se ha anunciado recientemente que Monsieur Cosey también va a participar en esta colección. ¿Qué nos puede explicar? Il y a aussi Régis Loisel, Louis Trondheim et Thébault, et d'autres, mais ce n'est pas encore définitif. Moi, j'ai toujours été marqué par l'univers de Disney,
à tel point qu'en 78, je suis allé à Los Angeles, je me suis présenté au studio Disney et j'ai eu un entretien d'embauche où on m'a accepté, on m'a dit vous pouvez venir travailler, mais j'ai compris que j'allais dessiner une roue de la voiture de Mickey pendant 10 ans et après encore 5 ans les 4 roues et peut-être si tout va bien le chapeau d'un Goofy. Donc j'ai renoncé. Mais j'ai toujours eu un gros regret parce que c'était un vieux rêve. Et il y a 3 ans, lors d'un festival de bande dessinée à Lausanne, Jacques Glénat, l'éditeur français Jacques Glénat, est venu vers moi. On n'a jamais travaillé ensemble. Et il me dit est-ce que tu as envie de faire un album de Mickey? J'ai fait un bond de 3 mètres de haut à peu près. Et j'ai dit oui tout de suite. Et après, j'ai commencé à y réfléchir. J'ai trouvé que c'était impossible. J'ai dit à Jacques, j'y arrive pas, c'était une fausse bonne nouvelle. J'ai travaillé à autre chose. Et tout en travaillant à autre chose, j'ai commencé à avoir des idées. Et voilà, maintenant j'ai fini mon album. Il sortira en France en mars 2016. Et j'ai eu un plaisir extraordinaire. J'ai eu l'impression d'être un tout jeune dessinateur qui fait son premier album. Stress. Je comprends ça, je comprends. Mais oui, mais en tout cas, moi, c'est pas la peine de me demander ça, étant donné que mon style de dessin est tellement à l'opposé de ce genre de dessin qu'il faudrait vraiment que je me démolisse pour que j'oublie ma personnalité pour passer à ce type de dessin. Je trouve que les productions Walt Disney, c'est intéressant, mais je préfère me tenir. Moi, je crois que je n'entrerai pas là-dedans. Je ne peux pas. Non. Je ne sais pas si c'est à l'envers, c'est en fonction de la personnalité du dessinateur, faire une version du dessin, c'est-à-dire on vous a marqué un livre de style, vous avez établi un livre de style. Au départ, non. Chez Disney, ils ont dit il n'y a pas de charte, il n'y a pas de carta. Et la charte, elle est dans votre tête, vous savez très bien. Évidemment, pas de violence, pas de sexe, c'est évident. Okay. Mais moi, je n'ai pas voulu me réapproprier Mickey. J'ai voulu réaliser ce vieux rêve qui datait de l'enfance vraiment, de travailler pour Disney. Et j'ai cherché à faire un album où on ne me reconnaît pas du tout. Mais quand j'ai montré mes planches à mes confrères, ils ont tous rigolé en disant « Mais on voit bien que c'est toi !» Évidemment, oui. Bueno, para mí ha sido un placer estar con vosotros. Yo no sé si esta sesión se va a grabar en vídeo y luego tienes que tener muchas descargas y muchos comentarios. No sé si queréis hacer un último comentario para el público español. No sé, animarles a que sigan vuestro trabajo. ¿Queréis hacer algún último comentario? À lire votre travail, faire un dernier commentaire. Bernard? Mais c'est-à-dire qu'une chose que je me rends compte depuis peut-être 1 an ou 2, je ne sais pas, parce que voilà, ça fait quelques années que je ne suis plus venu ici, j'ai trouvé qu'il y avait un engouement, un intérêt pour la bande dessinée, la mienne en particulier, après tout, qui était en train de monter, qui était très sympathique, évidemment, et que je ne m'attendais pas à une progression, à un changement aussi grand. Non, j'espère que je ne me trompe pas, mais que je trouve ça très, très, très positif. Merci. J'ai eu beaucoup de plaisir à venir à Barcelone l'année passée, tout autant de plaisir cette année à Madrid, et je me réjouis de savoir où l'année prochaine ça va se passer. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'avoir partagé cette table avec vous. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer à lire vos œuvres pendant longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci aussi à notre public. Merci, à la prochaine.